La République et la religion, deux sphères qui régissent l'organisation d'un État, principalement dans un pays comme le Sénégal, avec une structure à part où les principes de laïcité ne détournent pas du prestige de la spiritualité. Comment donc retrouver cet équilibre avec le respect des principes constitutionnels dans une société qui respecte aussi les autorités religieuses? Pour répondre à cette question en profondeur, nous accueillons deux grands penseurs et connaisseurs des textes étatiques et ecclésiastiques. Chers téléspectateurs, bienvenue dans Idées. Cette émission, nous menons des débats de fond sous la bonne forme. J'ai l'honneur d'avoir comme invité Imam Kanté. Bonjour Imam. Bonjour Sophia, bonjour au docteur Seydi Djamil Niane, bonjour à tout ce monde gentil qui suit cette émission. Bonjour et merci d'être là, Imam Kanté. Donc pour rappel, vous êtes donc homme religieux, connaisseur du livre saint, mais aussi écrivain, conférencier, imam de la mosquée du Point E. C'est bien ça? Je fais juste deux petites remarques. Oui. Je suis imam à la mosquée du Point E. Ah, pas de la mosquée du Point E. Parce qu'on est un comité d'imams. D'accord. Donc je suis un de ces imams. D'accord. Deuxième remarque, je n'aime pas trop le terme religieux, je ne suis pas très à l'aise. Je préfère la fonction d'imam. Ok. Parce que je ne pense pas que je sois plus religieux que quelqu'un d'autre. D'accord. Voilà, tout le monde se retrouve dans le religieux. Par contre, si on dit imam Kanté, c'est une fonction, là j'assume. Donc la fonction imam Kanté est plus appropriée au titre d'homme religieux, voilà. On va dire. D'accord, voilà. Parfait. Merci beaucoup imam Kanté. Et on a aussi docteur Seydi Djamil Niane. Bonjour docteur. Bonjour et merci à vous Sophie Abba pour cette invitation et je salue aussi Imam Kanté que je rencontre pour la première fois. On se croise depuis des années sur les réseaux, oui. Mais c'est ici à Immédiat qu'on se rencontre et je salue bien au passage nos amis téléspectateurs. Parfait, on est content que ce soit l'occasion pour vous de rencontrer Imam Kanté avec qui vous avez précédemment échangé à travers les réseaux sociaux. Docteur Niane, pour précision, vous êtes islamologue, chercheur au laboratoire d'islamologie de l'Institut fondamental d'Afrique, donc l'IFAN, et vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages. C'est bien ça? Effectivement. D'accord, vous allez nous parler plus en profondeur de vos ouvrages tout à l'heure, tout comme Imam Kanté. Mais d'abord, on aimerait rentrer dans le vif du sujet, qui est en accord avec le contexte actuel au Sénégal. On parle de république et de religion, et d'équilibre entre l'État et les autorités religieuses. Tout d'abord, Imam Kanté, peut-être la première question va s'adresser à vous. Lorsqu'on consulte l'article 1er de la Constitution du Sénégal, on voit que cet article établit une séparation claire entre l'État et les organisations religieuses. C'est mentionné dans l'article textuellement. Mais selon vous, est-ce que cette séparation est vraiment réelle dans les faits? Est-ce qu'elle peut être appliquée dans un pays comme le Sénégal, qui est très, où la religion est très fondamentale et très ancrée, mais qui reste une république? Vous me réservez la première question, donc le plus difficile, quoi. Mais bon. Sûrement. Je vais essayer de voir. Alors, mais c'est vrai, ce que vous avez rappelé pour cet article de la Constitution qui consacre effectivement que le Sénégal est une république laïque, donc avec la séparation des sphères politiques et religieuses. C'est clair que ça nous vient de la France, ça nous vient de l'histoire politique française qu'on a reprise, n'est-ce pas? Et depuis les indépendances, cet article-là n'a été remis en cause, à mon souvenir, qu'une seule fois, je crois. C'était avec Abdoulaye Wade. Tout à fait. Qui avait dit pourquoi est-ce qu'on n'enlèverait pas le terme de laïque. Et je pense qu'il pensait effectivement à la présence religieuse forte au Sénégal et qui influe sur le politique. Je pense que c'est un peu ça qu'il avait en tête. Et ensuite, il y a eu des débats, etc. Finalement, il a dit d'accord, donc je laisse intact l'article. Donc, c'est clair que ce que je déplore, et que tout le monde pourrait peut-être déplorer, déjà, c'est le mimétisme, même du point de vue de la Constitution. Nous ne sommes pas encore sortis de l'ornière de ce point de vue-là. Beaucoup de choses dans notre Constitution relèvent beaucoup plus du mimétisme que d'une réflexion autonome de nos sociétés par rapport à nos trajectoires historiques, à notre identité et aux forces, n'est-ce pas, sociales qui sont présentes dans nos pays. Ce qui ne veut pas dire que j'appelle à une société fermée, autarcique et qui ne dialogue pas avec des sociétés de l'extérieur. Mais quand même, il faut d'abord se définir une identité, avoir une autonomie pour que l'échange et
les bonnes pratiques qu'on peut prendre à l'extérieur puissent avoir un sens et pouvoir se greffer parce qu'on l'aura réfléchi de façon autonome, n'est-ce pas, mais pas faire du copier-coller, surtout sur des questions fondamentales comme la charte qui doit régir la marche d'un pays. Et sinon, cette séparation-là, au Sénégal, elle est très problématique, n'est-ce pas? On voit bien que le politique et le religieux au Sénégal, c'est tout le temps des influences, de temps à autre positives, de temps à autre conflictuelles, de temps à autre opportunistes, etc. Comme on le voit, on voit des fois des religieux qui rentrent dans le champ politique et qui déroulent leurs propres desiderata. Et des fois, ça aboutit à des situations même catastrophiques. On a vu même des conflits, des morts d'hommes avec cette façon d'intervenir dans le champ politique de la part d'un religieux. De la même façon, on voit des politiques qui se disent républicains et qui tout le temps ont un rapport opportuniste avec le religieux, qui vont aller à Touba Tivaouane réciter là-bas un qasida de Serigne Touba à Tivaouane, alors qu'en réalité, quand ils reviennent à Dakar, ils sont beaucoup plus autre chose. Donc, ce rapport-là fait que c'est très problématique au Sénégal. On voit l'État qui intervient dans la sphère religieuse de façon flagrante pour N raisons. Et même nos hommes politiques actuellement, chacun essaie de montrer d'abord qu'il appartient à une confrérie, etc., pour se faire une légitimité politique à partir du religieux. Et c'est ces gens-là qui se disent républicains qui font ça. Donc, je crois que c'est très problématique, mais bon, voilà, on va voir dans la discussion. Tout à fait, on va développer, parce que vous levez déjà des points essentiels, en tout cas, et de manière très franche, pour comprendre en tout cas l'historique et la dynamique du fonctionnement d'un pays comme le Sénégal, où le religieux a sa place, tout comme la République. Tout à l'heure, Imam Kanté, justement, docteur Niane, a mentionné le principe de laïcité, qui est toujours là, que le feu président Senghor avait essayé peut-être d'enlever, en tout cas d'entamer une discussion par rapport à ça. Selon vous, est-ce que c'est surprenant que le principe de laïcité soit maintenu dans un pays comme le Sénégal avec 95% ou plus de musulmans? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par cela? Oui, alors, en plus de ce qu'a dit Imam, à mon avis, ce qui est plus problématique, c'est qu'il n'y a pas une définition claire de ce qu'est la laïcité. Et je pense que si on arrivait à s'entendre sur ce qu'est la laïcité, peut-être on pourrait se mettre d'accord ou ne pas se mettre d'accord. Mais justement, qu'est-ce que la laïcité finalement? Alors, du coup, je suis allé voir à la Constitution du Sénégal. Parce qu'en plus de l'article 1er qu'on cite tous, qui dit que qui est juste copié de l'article 1er de la loi de 1905, qui dit que l'État du Sénégal est une république laïque, démocratique, sociale, qui garantit la liberté, bon, tout ce qui suit. En réalité, il y a l'article 4 aussi, qui dit que qui interdit les partis à caractère religieux. C'est pour ça que si je crée un parti, je ne sais pas, et je l'appelle les Amis de Dieu ou Hezbollah, ça ne passera pas au Sénégal. Parce que c'est un parti à caractère religieux. Il y a des manières de contourner. Mais si c'est à caractère religieux et que c'est caractérisé, ça ne passe pas. Ça, c'est l'article 4. Et il y a aussi l'article 8 et l'article 24 qui disent que l'État garantit les libertés religieuses. En plus de l'article 24 qui dit dans une alinéa que les institutions et communautés religieuses ont le droit de se développer sans entrave. Elles sont dégagées de la tutelle de l'État. Elles règlent et administrent leurs affaires de manière autonome. Et puis voilà. À mon avis, il n'y a que cet article qui peut donner une petite définition de ce qu'est la laïcité au Sénégal. C'est que normalement, l'État ne se mêle pas aux affaires de la religion. Mais ce qui est un peu paradoxal avec cet article, c'est qu'en aucun cas, il n'est dit que les religions ne se mêlent pas aux affaires de l'État. Et j'ai regardé dans toute la Constitution, je n'ai pas trouvé une mention qui dit que, de la même façon que les religions sont autonomes vis-à-vis de l'État, que l'État est autonome vis-à-vis de la religion. Mais dans la réalité, on sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que, parce que pour une raison très simple, nous sommes une société 100% croyant, 95, voilà, 100, bon, presque, voilà, parce que je connais, oui, c'est vrai que je connais des gens qui ne sont pas croyants au Sénégal. Mais bon, on dit globalement 100% croyants, 95, bon, j'aime pas trop ces statistiques, quoi, on est tous des Sénégalais, mais majorité croyante, ce qui fait que c'est difficile d'avoir une correspondance entre la loi et son applicabilité
au sein de la société. Mais du coup, voilà ce qu'on pouvait dire sur cet article. Est-ce que c'est surprenant ou pas de le garder? Ça, c'est autre chose. Peut-être ce que je pourrais juste ajouter par rapport, mais c'est un commentaire par rapport à ce qu'a dit Imam, c'est que je pense, ça c'est mon avis, que même si notre constitution est fortement inspirée par la constitution française de la Ve République, mais ce n'est pas la même. Parce que l'article 2 de la loi de 1905 dit que l'État ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Mais en aucun cas, dans la constitution du Sénégal, ce n'est dit que l'État ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Par contre, ce n'est dit nulle part ailleurs non plus que l'État va salarier et va subventionner les cultes. Ce qui fait que parfois, on a des opérations peu orthodoxes. Des politiques qui vont dans des confréries avec des mallettes d'argent qui ne sont pas traçables et qui sont de l'argent public. À mon avis, cette question de la subvention des cultes, c'est quelque chose qu'il faudra régler. Mais la difficulté maintenant, c'est d'avoir une institution religieuse, pas seulement musulmane, qui pourrait fédérer toutes les structures au niveau du Sénégal pour que l'État puisse avoir un interlocuteur bien défini. Tout à fait. Une question délicate, en tout cas, et assez complexe. On reviendra sur l'institutionnalisation ou le caractère, en tout cas, institutionnel de tout cela. Pour avoir un exemple concret, Imam Kanté, on n'a pas besoin d'aller très loin. Récemment, avec les tensions qui ont eu lieu dans le pays, des tensions qui ont été purement politiques, en tout cas au départ, avec l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, qui a créé beaucoup de remue-ménage et même des morts, et ensuite sa libération. Il y a eu un rappel à l'ordre, tout simplement de plusieurs autorités, dont par exemple le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha, qui a demandé le retour à la stabilité du pays. Et on a vu que ça a été en tout cas effectif, ou on peut interpréter en tout cas que ça a été assez effectif. Selon vous, comment est-ce que vous interprétez cette influence-là ou cette ingérence-là, justement, dans une affaire républicaine qu'en tout cas beaucoup, ou la majorité en tout cas, peuvent appeler positive? Est-ce que ça soulève la question de où est la ligne démarcatrice, ou est-ce que les religieux ont ce rôle-là au Sénégal et l'ont toujours eu et le maintiendront finalement? Oui, les religieux, disons particulièrement les chefs, les califes, généraux, ont toujours eu de l'influence sur le politique au Sénégal. Et comme je l'ai dit, de temps à autre, une influence positive, de temps à autre, une influence problématique. Ouais. Et aussi, il faut voir que dans les familles même maraboutiques, il arrive des fois des échappés, entre guillemets, c'est-à-dire des individus qui sont assez charismatiques et qui vont se positionner de façon différente de la position du calife et de son staff. N'est-ce pas? On a des exemples par rapport à ça, ce qui fait que c'est très problématique tout ça. Et maintenant, ces religieux-là n'ont pas toujours eu un rôle de médiateur dans le sens d'une médiation, je peux dire, équilibrée. Il est arrivé que des califes, ou bien en tout cas, comme je l'ai dit, certains membres de leur famille très charismatiques, prennent des positions partisanes. Et que ça crée beaucoup de problèmes, aussi bien au plan national qu'au plan même interne, même du califat. On a beaucoup d'exemples. Donc, tout ça montre que ce n'est pas un fleuve tranquille, cette affaire-là de la relation entre le religieux et le politique. Maintenant, pour que le pays soit stable en temps de conflit, il faut bien une médiation. Derrière le médiateur de la République, ça me donne l'occasion d'ailleurs d'en parler. Je l'ai regardé rapidement, le site et tout. Et je me suis dit, mais tiens, le médiateur de la République, il est presque aphone, à part une sortie qu'il a faite lui-même. Il a lancé une adresse au président de la République, etc., montrer sa compassion pour les jeunes, etc. Je pense que son rôle aurait pu être beaucoup plus actif et beaucoup plus préventif, n'est-ce pas, par rapport à tous ces problèmes, parce que c'est lui le médiateur de la République. Alors, maintenant, si les gens ont appelé à l'intervention des chefs religieux, c'est parce qu'ils connaissent leur légitimité et leur autorité morale et spirituelle.
Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, c'est des républicains, donc des gens qui défendent la séparation. C'est eux-mêmes souvent qui ont dit « ne se ringue pas ». Je me suis dit, bon, c'est parce qu'ils ont peur d'être emprisonnés qu'ils disent ça, ou bien parce que réellement, ils croient à la légitimité de l'intervention des marabouts. Et souvent, je le reproche aux politiques. Voilà, c'est des gens qui, je ne sais pas, quelque part, quand ils sont en position de force, ils ont tendance à dire que les religieux n'ont qu'à rester dans les mosquées et attendre les ziyarats, etc. Quand ils sont en position de faiblesse, il faut que les religieux parlent, sinon on risque de me créer des problèmes, etc. etc. Ils font la même chose avec la justice. J'ai un peu l'impression, c'est vrai que ce n'est pas le sujet, mais que de plus en plus au Sénégal, les hommes politiques sont en train de se soustraire du statut de justiciable comme tout le monde. Dès qu'un homme politique a des problèmes avec la justice, on complote contre moi, on veut m'empêcher de... On veut. Alors, je me suis dit, mais ces gens-là, c'est quoi? Donc, il y a des milliers de Sénégalais actuellement qui, par des décisions de justice, sont actuellement dans les prisons. On n'a qu'à aller ouvrir les prisons, tout le monde sort. Et maintenant, voilà, un homme politique, dès qu'on lui dit, viens répondre à la justice, oui, c'est le président qui veut m'exclure des élections. C'est le président qui veut me faire emprisonner. Ben, dès qu'on les touche aussi, que les marabouts parlent. Donc, quelque part, je me dis, ce jeu-là... Il y a une instrumentalisation un peu... Voilà, c'est pas très sincère et c'est pas de la pureté républicaine pour moi. Parce que un homme politique doit avoir une autonomie politique, un charisme qui lui permet de défendre ses idées et tout, sans forcément chaque fois utiliser les gens comme des boucliers ou bien utiliser la parole du marabout pour se sortir d'un problème politique. Donc, c'est eux-mêmes qui mélangent tout, qui après demandent qu'on réorganise les choses. Mais de toute façon, quand même, en termes de gestion de conflit, chaque pays a besoin de personnes, n'est-ce pas, qui sont reconnues, plus ou moins neutres, etc., pour intervenir. On avait besoin de ça. Parce que pendant quelques jours, tout pouvait se passer dans ce pays-là. Hein. Donc, on avait besoin quand même que les marabouts viennent parler. Ils ont parlé. Je pense que dans l'ensemble, ça s'est bien passé, au sens où il y a eu le calme. C'est-à-dire qu'on a arrêté tout comportement de violence de la part ce qu'on peut appeler de l'opposition et des mouvements citoyens et tout, et de la part de l'État aussi qui a accepté de faire plus attention sur le recours à la force. Mais je trouve que c'est un équilibre fragile. Fragile pourquoi? Parce qu'on sait que l'opposition a remis un mémorandum au calife des Mourides qui a envoyé un émissaire. L'émissaire a dit deux choses pour moi qui étaient très claires. Il a dit, en tout cas, ce que nous voulons dans ce pays, c'est la paix, première chose. Deuxième chose, pour accéder au pouvoir, passer par les élections. Ça, c'est deux choses quand même hyper intéressantes. Essentiel. Voilà quand même un niveau d'intersection entre le religieux et le politique qui est intéressant. Maintenant, je me dis, la médiation, ce n'est pas une chose facile. Parce que la médiation, ce n'est pas juste de dire non. Parce que l'état xeex bi am. Si ce n'est pas réglé à la base, gars yi bu ñu demee ba seen yaram tàng ñu génn xeexaat. nga ñëwaat ne leen waxuma leen noonu ngeen toog. da ngeen dëgër bopp de. Non. Donc, fi nekk nii par exemple, ce que l'opposition a fait, je trouve ça aussi hyper intéressant, c'est de dire au marabout, on vous respecte beaucoup, mais voici un mémorandum. Tout à fait. Demander à l'État de se prononcer par rapport à ça. Tout à fait, aller à la source même du problème. Docteur Niane, j'ai envie de vous poser la même question par rapport à cette médiation-là, comment l'interpréter et comment la comprendre. Alors peut-être, bon, là je vais faire un aveu, ou bien ce qu'on appelle coming out dans certains langages, c'est que en fait avec cette actualité, j'ai revu ma position personnelle, mais qui m'est propre, sur le rapport que l'État doit avoir avec le religieux. Mais avant de le dire, je voudrais apporter une information. C'est que je suis bien évidemment chercheur, mais je suis aussi le secrétaire permanent du cadre unitaire de l'islam au Sénégal, qui est dirigé par Cheikh Tidiane Sy, et le secrétaire général, c'est Dr Cheikh Gueye de Enda Tiers-Monde. Ça, c'était une information. L'autre analyse, avant de dire pourquoi j'ai revu ma position, c'est qu'à mon avis, les religieux, en tout cas, ce qu'on appelle les religieux, parce que moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on le dit, sur le plan sociologique, ça existe. Après, sur le plan doctrinal, qu'est-ce que ça veut dire un religieux qui ne l'est pas? Au nom de quoi? Parce que tu as un prénom, tu es religieux, bon, c'est quelque chose à revoir à mon avis. Bon, ça pourrait faire l'objet d'un autre débat. Mais ce qu'on appelle religieux, en tout cas, sont toujours intéressés aux affaires de la cité. Si je prends l'historique, par exemple, de l'islamisation du Sénégal, on dit souvent que c'est avec les Almoravides, même s'il y a des études qui montrent qu'il y avait une présence musulmane avant les Almoravides, mais les traces peut-être les plus matérielles, c'est avec les Almoravides, nous sommes au XIe siècle. Et pendant des siècles, c'est resté ce que les chercheurs appellent un islam de cour, un islam élitiste. À tel point qu'il y a un chercheur qui dit que
il pouvait arriver que dans certaines localités, une fois que les conquérants partaient, que des tribus entières abandonnent l'islam pour revenir à leur tradition ancestrale. Et c'est resté ainsi approximativement jusqu'au XVIIe siècle. Qu'est-ce qui se passe du XVIIe siècle? Il y a ce qu'on appelle la guerre des marabouts. Et on commence à avoir une démocratisation de l'islam. Le XVIIIe siècle, c'est des révolutions. La plus connue, c'est celle des Torodo, qui a donné naissance à la théocratie musulmane des Almamis. Avec, par contre, cette fois-ci, je pense pourquoi dans la Constitution on fait référence... Si vous permettez, docteur, juste un petit truc, peut-être on y reviendra. Je conteste le terme de théocratie des Almamis. Des Almamis. C'est pas une théocratie. Ah d'accord, bon, ça... On reviendra sur ça. D'accord. C'est pas de la pure théocratie. D'accord, oui, mais ce que je pense, c'est que, je ne sais pas en tout cas pourquoi, dans la Constitution du Sénégal, on fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789. À l'époque, il y avait l'esclavage chez nous. Et on ne fait pas référence à cette charte qui a été mise en place à l'époque par les Almamis. Et à mon avis, et qui respecte plus les droits de l'homme, en plus d'une orientation, peut-être qu'on pourrait qualifier de religieuse. On avance, 19e siècle, on connaît les djihad El Hadj Omar et compagnie. Et le 20e siècle, la colonisation vient, on a ce qu'on appelle la pacification des territoires. Ce n'est pas une pacification, bon, c'est le terme utilisé parce que les royautés ne sont plus là, mais ce n'est pas pour autant que tout le monde vivait en paix. Mais les marabouts ont fait une opération de leur stratégie. Ils disent qu'au lieu de faire le djihad, parce que de toute guerre armée, même si djihad aussi on pourrait parler de la signification, au lieu d'avoir recours à cette violence, puisque l'administration coloniale nous a de toute façon devancé sur le plan technologique et sur la conquête des terres, on n'a qu'à conquérir les cœurs. Et mon ami Bakary Sambou dit souvent que la conquête des cœurs dure plus souvent que la soumission des corps. Et c'est pour ça, c'était la stratégie de Hadji Malick Sy, de Cheikh Ahmadou Bamba et plus tard de Cheikh Ibrahim Niass et qui ont fait en sorte que, même s'ils n'embêtaient pas militairement l'administration coloniale, ils ont mis en place leur stratégie et ils ont islamisé la société, mais de manière pacifique. Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné, par contre? Je crois que quand on a ce genre de débat, il y a le milieu du XXe siècle qu'on oublie, après la Seconde Guerre mondiale. Avant, globalement, on était des confréristes, même si ça reste à prouver avec des statistiques, mais on voit émerger d'autres courants qu'on qualifie de réformistes. Je ne sais pas si Imam aime ce terme ou pas, mais ça va être le Falah, ça va être l'Union culturelle musulmane et tout ça. Et ils vont mettre en place des stratégies d'éducation en tout cas pour avoir une certaine contrôle, je dirais même. Un certain contrôle intellectuel pour avoir une orientation bien définie. Et à un moment donné, même il y a eu une sorte de tentation de mise en place comment ça s'appelle, le Conseil islamique, au Conseil islamique. Ça n'a pas marché pour des raisons compliquées. Ce qui veut dire qu'ils sont toujours intéressés à ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et je crois que même les politiques l'ont compris. Parce que j'ai fait une analyse dans l'article qui va sortir bientôt, de la laïcité dans les programmes présidentiels de 2019. Que proposaient les candidats? Ousmane Sonko disait qu'il faut une institutionnalisation. Macky Sall n'en a pas parlé. Madické Niang disait qu'il fallait absolument un ministère des cultes, parce que pour le moment c'est au ministère de l'Intérieur, parce qu'il dit que c'est la police, c'est les cultes, il faut les contrôler. Et, comment il s'appelle l'autre, Issa Sall Idriss Seck parlait plus de l'introduction de l'enseignement religieux, et surtout de l'enseignement des figures religieuses sénégalaises dans le système éducatif. Et on en arrive, bon je saute beaucoup de siècles, à ce qui s'est passé aujourd'hui. Et à mon avis, c'est prévisible dans la mesure où je reste persuadé que le khalife général des Mourides ou le khalife général des Tidjanes a beaucoup plus de pouvoir sur les gens que le président de la République. Notre pays est comme ça. Organisé de la sorte, oui. Heureusement qu'ils sont des républicains, mais il aurait suffi que Seigne Mountakha fasse comme ça, claquement de doigts, ou bien Seigne Babacar Sy Mansour, mais pour que le pays brûle. Et qu'il y aurait des affrontements. Et je ne sais pas comment la police va fonctionner parce qu'il y a des gens qui appartiennent à tel courant et tel courant. Et maintenant, pourquoi j'ai revu ma position? Moi, j'avais une position radicale. Qu'on pourrait qualifier. C'est toujours ça. C'est normal. Pourquoi j'ai changé ma position? Ma position, c'était que il ne faut absolument pas que les religieux se mêlent aux affaires politiques.
Je n'ai pas changé ma position sur le régime de séparation. Je reste persuadé qu'il faut un régime de séparation. Par contre, il faudrait qu'il y ait une institution intermédiaire entre l'État et les citoyens. Pour ce genre de situation, que l'État puisse activer ce levier que représentent les confréries, mais pas qu'il y a les associations islamiques non confrériques aussi, pour calmer la situation, pour une raison très simple. Quand Serigne Mountakha parle, les Sénégalais écoutent. Quand Macky Sall parle, c'est APR qui écoute. C'est un fait, c'est un fait. On va revenir sur ça parce que c'est intéressant à développer, en tout cas, surtout par rapport à cette institution dont vous parlez. Juste avant de venir sur ça, j'aimerais peut-être laisser Imam Kanté réagir par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir, dont le docteur Niane a parlé, surtout l'historique un peu de l'islamisation, etc. Bon, globalement, je suis d'accord sur les rappels qu'il a fait et l'analyse qu'il a proposée aussi. Et voilà, bon, maintenant, c'est vrai, comme il le dit, sur la position qu'il a pu avoir et que maintenant qu'il est en train de reconsidérer. Moi-même, je me dis tout le temps que souvent, on pense connaître son propre pays alors qu'on ne le connaît même pas. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on est sénégalais qu'on connaît bien le fonctionnement des institutions, pour une raison. Et surtout pour quand des choses sensibles se passent, des événements, c'est là où on voit des choses qui apparaissent et on se dit, mais tiens, en fait, en réalité, le pays, il est bâti sur quoi? Et qu'est-ce qui est fragile, qu'est-ce qui est solide, etc. Et donc là, on se rend compte effectivement que les populations, effectivement, sont beaucoup plus à même de tendre l'oreille à la parole des khalifs qu'à la parole du président. Et on l'a vu, par exemple, avec le Covid. Tout à fait. On a vu, voilà, c'était un bon exemple pour voir comment est-ce que l'État avait du mal par rapport à la mobilisation communautaire, parce que son discours ne passait pas, le discours technico-médical ne passait pas. Et on leur a dit, allez voir les marabouts, etc. Ils sont allés voir les marabouts, c'était pas très facile pour eux. Certains marabouts ont accepté le discours, d'autres ont remis en cause plus ou moins le discours, tout ce qui était mesures barrières, etc. Et surtout aussi de renvoyer ou bien de suspendre certaines ziarats, etc. Et aussi même les prières dans les mosquées. On a eu beaucoup de problèmes, même nous dans nos mosquées, avec certains de nos fidèles qui nous ont dit, voilà, vous obéissez à une autorité politique laïque, alors que cette autorité n'a pas à gérer ce qui se passe dans les mosquées. Et par contre, moi, j'étais beaucoup plus dans la position de dire, on obéit aux décisions de l'autorité publique tant qu'elle ne remet pas en cause notre adhésion à des principes immuables de l'islam. Et ce n'était pas le cas dans les mesures barrières. Mais là, il fallait discuter beaucoup avec les gens. Donc, c'est vrai que maintenant, est-ce que pour le Sénégal, quel modèle on va définir? C'est très important parce qu'actuellement, il y a un grand débat. Une certaine part de refondation, d'autres parlent de réforme, d'autres parlent même de révolution. Tout à fait, tout voilà. à fait. Donc, je pense que ces débats-là, ça va venir forcément. Et surtout d'ici 2024. Je me dis, là, on est à la croisée des chemins. D'ici 2024, je pense qu'il faut qu'on ait des politiques qui soient capables d'être à la hauteur de ce qui s'est passé là depuis quelques temps, et particulièrement depuis quelques jours. Donc, pour que les gens vraiment repensent notre modèle. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à revoir au niveau même de notre constitution, de notre modèle de gouvernement? Parce qu'une république, c'est une forme d'organisation d'un État. Donc, est-ce que la forme républicaine, on la maintient ou bien on la maintient mais avec des choses à introduire? Quelles choses? C'est là où moi j'attends des hommes politiques, non pas à jouer des petits trucs là, mais vraiment voilà, à apporter une réflexion politique vraiment approfondie. Et justement, en parlant de réforme, on en revient à cette question-là, docteur Niane, de cette pas instrumentalisation, mais institutionnalisation. Les deux mots sont très proches, mais l'institutionnalisation justement de cette influence religieuse qui est forte, qui est là, et le pays fonctionne comme ça. Vous avez parlé tout à l'heure de peut-être une institution intermédiaire entre l'État et les populations. Quelle serait-elle? Comment serait-elle organisée? Et est-ce que ce serait le ministre des cultes, le ministère des cultes? Bon, cela dit, institutionnalisation peut parfois être synonyme d'instrumentalisation. J'ai longuement vécu en France
et j'ai milité sur beaucoup de questions. Et on sait comment le Conseil français du culte musulman a été créé par Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, le problème, c'est que personne ne veut les écouter. Ils veulent mettre en place une charte républicaine signée par les imams. Beaucoup d'imams ont refusé. Du coup, cette institutionnalisation parfois peut être synonyme d'instrumentalisation. Mais les gens ne sont pas dupes, hein. Ils voient les choses. Et les Sénégalais sont intelligents. Je pense que les politiques, parfois, doutent de l'intelligence des Sénégalais. Mais ils sont intelligents, ils savent quand on les instrumentalise ou pas. Et maintenant, comment ça va venir? À mon avis, il faut que ça vienne des religieux eux-mêmes, des cultes. Et je ne veux pas qu'il y ait au Conseil islamique, ça ne me plairait pas, mais au Conseil religieux, qu'il y ait l'Église catholique, des protestants, même les adeptes des religions traditionnelles. Pourquoi je dis cela? Parce que je reste persuadé que le meilleur régime, c'est la séparation. C'est ma conviction personnelle. Et que pour éviter ce genre de choses, il faut qu'il y ait une représentativité au sein de cette institution de tout le monde. Maintenant, sur le plan doctrinal, je ne sais pas s'il faudra qu'on se mette d'accord sur certaines choses ou pas, mais peut-être là n'est pas la question. Mais ma crainte, c'est que l'ordre vienne d'en haut, et surtout pas du ministre de l'Intérieur, qui est aujourd'hui encore le ministre des cultes. S'il faut qu'il y ait un ministère qui doit gérer le culte, il faut que ça sorte de l'intérieur. Parce que l'intérieur, c'est les renseignements, c'est la police. Et on a l'héritage du bureau des affaires musulmanes à l'époque, qui faisait des renseignements pour contrôler les marabouts. Certains ont été déportés en dehors du pays, d'autres sont restés, mais avec certains compromis. Et d'autres ont juste mis en place leur stratégie. Il faut que ça vienne des cultes. Mais la difficulté, c'est pour ça que j'ai incité tout à l'heure sur le milieu du XXe siècle et l'émergence d'autres courants. La difficulté maintenant, c'est comment faire avec les autres courants qui ne sont pas confrériques. Sachant que ces courants qui ne sont pas confrériques sont divers. Nous, dans la littérature africaniste, on les appelle les réformistes. Mais Imam Kanté pourrait vous expliquer que entre l'association, le Rassemblement islamique du Sénégal, Jamaat Ibad Rahman et Mouvement Al-Falah, vous pouvez mettre le mot réformiste comme ça, mais sur le plan des orientations idéologiques, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Du coup, il faudra faire en sorte que tous les courants s'y retrouvent, qu'il n'y ait plus d'excommunication, parce qu'il y a quand même encore des courants qui sont dans l'excommunication. J'ai fait ma thèse sur ça, mais peut-être ça pourrait faire l'objet de notre débat. Mais aussi les rapports que certains religieux peuvent avoir avec des citoyens n'appartenant pas à l'islam. Ça aussi, à mon avis, il faudra revoir ça pour que la structure qui sera mise en place soit exclusivement au service des citoyens. Et pour la face de Dieu, s'il le faut. Mais Dieu, on verra. Mais pour les citoyens, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, Dieu nous récompensera pour nos actes. Tout à fait, tout à fait. C'est beaucoup de travail à faire. Ah oui, c'est compliqué. Allez, je vais ajouter autre chose. À mon avis, il faudra mettre en place des programmes qui pourraient fédérer tout le monde. Je prends un exemple. Par exemple, l'enseignement du religieux. L'enseignement, certains peuvent parler de l'enseignement laïque du fait religieux, mais j'aime pas ce terme. On est au Sénégal, on est au pays de Sidi Hadji Malick Cheikh Ahmadou Bamba, mais aussi de Mamadou Badiewal, qui fait que, aujourd'hui, quand on parle de la philosophie, je ne vois pas pourquoi on nous enseigne encore Voltaire, qui disait que les Blancs étaient supérieurs aux nègres de la même façon que les nègres sont supérieurs aux singes, et on nous enseigne pas les écrits de Thierno Moussaka, de Cheikh Ahmed Tidjansi. Il faut lire son Tahad Binour Jamalik al-Ahlam, qui est une des méditations métaphysiques beaucoup plus puissantes que ceux qu'on enseigne dans nos écoles aujourd'hui. À mon avis, si on met en place ce genre de questions, ça peut fédérer. On a eu l'exemple dans le passé avec le Code de la famille, qui avait réussi à fédérer des personnes qui peut-être s'il n'y avait pas ce problème ne s'entendraient pas. Mais bon, encore, je ne dis pas qu'il faudra virer ce Code de la famille, mais je dis qu'il y a des programmes comme ça qui peuvent fédérer en tout cas le monde. Des programmes pour fédérer, adapter peut-être dans un futur proche. Mais Imam Kanté, vous avez parlé tout à l'heure de pureté républicaine.
la pureté républicaine. Lorsqu'on revient au principe de républicain, qu'est-ce que ça veut dire vraiment, cette république-là? Et est-ce que finalement, cette influence religieuse qui est là, est-ce qu'elle apporte des limites à cette pureté républicaine concrètement? Et est-ce que vous êtes d'accord avec cette création d'institutions qui pourraient régir le culte au Sénégal? Bien, pureté républicaine, ben, de façon terre à terre, ce que j'ai... Moi, je ne suis pas l'inventeur de la République, etc. Je regarde comme tout le monde ce qu'on a dit. Et la République, je pense, c'est une forme d'organisation politique qui fait que celui qui est le décideur public numéro 1, le président, il est élu au suffrage universel. Ensuite, il y a la séparation des pouvoirs, exécutif, judiciaire, législatif. Voilà, je pense quelque part un peu, et le président n'a pas tous les pouvoirs, etc. Donc, cette façon de faire, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure au docteur Djamil que, pourquoi j'ai réfuté le terme de théocratie avec les Almamiens, c'est très proche. Les Almamis, une théocratie, vraiment, la pureté théocratique, c'est quelqu'un qui a le statut de quelqu'un qui parle au nom de Dieu, du divin. Alors que non, la charte des Almamis, c'est une charte qui dit, voilà, des principes de justice, de gestion du pouvoir, de bonne gouvernance, etc. Mais la personne qui met en place cette charte-là, elle ne dit pas je suis le représentant de Dieu sur terre, tout ce que je dis c'est cela, vous n'avez rien à contester, vous obéissez à ce que je vous dis parce que je le prends de Dieu. Donc, il met en place une charte, n'est-ce pas, et il demande l'adhésion des citoyens à cette charte-là. Maintenant, c'est cela. Donc, je crois que sur ce modèle-là, il n'y a pas de problème de ce que je connais de l'islam, il n'y a pas de problème à qu'on puisse élire quelqu'un par le suffrage universel, transparent, voilà, équitable et tout. Et aussi, l'islam n'impose pas un modèle d'élection, mais voilà, avec les évolutions, chaque pays peut s'arranger. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, qu'il y ait un président qui soit élu, et qu'il y ait, n'est-ce pas, des principes de justice qui sont mis en place et que le peuple soit consulté à travers des organes, etc. Maintenant, par rapport à cette institution-là qui pourrait être mise en place, j'avoue que c'est quelque chose de pas facile à mettre en place parce que, voilà, c'est pas évident de fédérer tout ça et surtout aussi en tout cas, il faut beaucoup réfléchir au terme de référence de cette institution-là et ensuite, voilà, comment le mettre en place et quelles seront ses missions principales pour qu'elle ne soit pas en compétition avec les autres pouvoirs. Mais ce qui est important, c'est ça, parce que le pouvoir des médias, ce pouvoir des religieux, est-ce que c'est deux autres pouvoirs par rapport aux trois pouvoirs classiques, ou bien est-ce que non, c'est des attaches à ces trois pouvoirs pour mieux aider à une citoyenneté, à une république qui respire correctement? Ça, c'est des questions, je pense, de fond, sur lesquelles il faut réfléchir avec beaucoup de modestie. Et je pense que personne aujourd'hui n'a la recette miracle ou bien une formule définitive à dire aux Sénégalais, voilà comment on doit organiser le religieux par rapport aux politiques. Bien sûr, tout à fait. L'organisation du religieux par rapport aux politiques au Sénégal est toujours très particulière. Hein. Lorsqu'on prend tous ces exemples-là qu'on a donnés, surtout les plus récents, Dr Niang, qu'est-ce que vous préconisez? Quelle est votre vision, en tout cas, pour les années à venir? On sait que 2024, c'est l'échéance, en tout cas électorale présidentielle. Comment l'organiser et comment justement empêcher dans la République et même peut-être en utilisant aussi des canaux religieux comme on l'a fait il y a quelques semaines pour rétablir la stabilité, pour que le Sénégal puisse aller dans une transition homogène? Oula, une sacrée question, voire une question sacrée. C'est compliqué la question, mais ce que je pense, c'est que cette question-là, ce n'est pas les religieux qui doivent régler ça. Il faut que les politiques respectent les Sénégalais,
Prenons le report des élections. Vous parlez de 2024, moi je ne suis même pas sûr qu'il y aurait des élections en 2024. J'en suis pas sûr. Parce que les locales ne sont pas... Elles ont été reportées récemment. À moins qu'on me dise qu'en 2024, il y aura les locales, les législatives, parce que tant que je ne vois pas de locales et législatives, pour moi 2024, on attend encore. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est d'activer ces leviers de pression, si on peut les appeler comme ça, pour que dans un premier temps, que le calendrier électoral soit respecté. Parce que si ce n'est pas le cas, j'ai peur que des politiques encore fassent ressortir les Sénégalais qui vont s'entretuer entre eux. Parce que là, tout à l'heure, on a parlé de ce qui s'est passé tout à l'heure, mais il y a des morts, il y a des personnes qui sont mortes. Et comme si de rien n'était en fait. Oui. Je ne sais pas, bon, je fais confiance à la justice, j'espère que la justice est en train de faire son travail. Mais des gens quand même sont morts sur ce qui s'est passé. Il ne faut pas que ce genre de choses arrive d'ici 2024. Et pour cela, bien évidemment, ce qu'on appelle les religieux doivent veiller à ce que les politiques ne nous mêlent pas dans des confrontations qui ne nous regardent pas, parce que c'est entre eux. Ils n'ont qu'à proposer leur programme et aux Sénégalais de choisir. Je crois beaucoup à la citoyenneté. Vous parlez tout à l'heure de Serigne Mountakha. Son intervention, là, ce n'est pas la première. Souvenez-vous, au début du Covid ou de la Covid, parce que l'Académie française a dit que c'est la Covid. Bon, on dit c'est la Covid. Moi, je ne sais pas si c'est un homme, une femme, mais en tout cas, il nous complique la vie. Qu'est-ce qu'elle a fait? La première chose, il faisait partie des premiers contributeurs. Il a mis énormément d'argent. Oui. Allez à Tuaon, moi je fais partie de la cellule Zawiya Tidianiya qui est le comité scientifique de Tuaon. Jusqu'à aujourd'hui, les mosquées sont fermées. Certains contestent ça, mais jusqu'à aujourd'hui, Serigne Babacar Sy Mansour n'a pas changé sa position parce qu'il dit que le Covid est encore là. Il dit que les rassemblements, il n'a pas encore donné l'ordre qu'on continue les wazifas et les hadra en public, même si certains le font. Parce qu'il se dit que demain, je ne pourrai pas me présenter devant Dieu en disant que des personnes qui étaient sous mon autorité sociologique, religieuse, spirituelle, sont mortes parce que je n'ai pas empêché ça et que je pouvais le faire. C'est sa position, d'autres ont d'autres positions. Je n'ai aucun jugement de valeur sur ça. Mais ce que je dis, c'est qu'ils ont une conscience citoyenne. Et que le rôle qu'ils doivent jouer en tant que citoyens, je pense qu'ils sont en train de le jouer. Maintenant, aux politiques, vraiment de respecter les Sénégalais et de ne pas nous amener vers des affrontements qui vont... Où ce sont les badolés qui vont périr parce que je ne suis pas sûr que les enfants des politiciens soient aux manifestations. Non, très rarement, voire jamais. En tout cas, on l'espère, Imam Kanté, on a beaucoup parlé, en tout cas, du côté de la médaille où les religieux ont en tout cas leur mot à dire ou leur influence sur certaines affaires républicaines, surtout en cas de crise. Mais qu'en est-il justement du politique et de la gérance du politique dans les foyers religieux? Lorsqu'on parle de foyers religieux au Sénégal, on pense à la ville sainte de Touba, on pense à Tivaouane, on pense à Medina Baye. Comment est-ce que ces foyers-là sont des foyers à part, carrément qui ont leur propre organisation? Et comment est-ce que le politique intervient dans ces foyers-là, selon vous? Je commence par la fin. D'accord. Comment les politiques interviennent dans ces foyers, comme je l'ai dit, ça peut être très opportuniste. On a vu, par exemple, la mallette d'argent. Voilà, on se pose la question, quel est l'objectif pour un ministre de la République de mettre de l'argent liquide dans un sac à dos et d'aller remettre? C'est pour se valoriser lui-même, alors que ça devrait obéir à une nomenclature. Et que l'argent pouvait passer par des structures appropriées avec une traçabilité, etc. Et par exemple, cet argent ne doit pas échapper au contrôle des corps de l'État, etc., etc. Mais on est au Sénégal aussi, il y a encore des questions très sensibles pour lesquelles même les religieux sont frileux, etc., sur certaines questions de transparence, etc. Et les politiques aussi, ils savent ça, donc ils jouent avec ça, là-dessus. Mais ça remonte à très longtemps, hein, depuis 5 ans. Maintenant, il faut voir, par exemple, quand on parle de cette institution qui pourrait être une institution intermédiaire, ce genre d'institution
même s'il faut voir, il faut esquisser sa forme, ses missions et tout, quel serait son poids? Il faudrait éviter justement que ça soit au service du pouvoir, n'est-ce pas, qui en l'état. Et en même temps, est-ce que c'est une institution qui aura juste des décisions consultatives pour le pouvoir? Dans ce cas-là aussi, elle sera affaiblie. Parce que si l'institution sort des décisions consultatives, le pouvoir peut dire « j'ai entendu, mais je fais autre chose ». Par exemple, la réforme faite par Makhtar Mbow, etc., qui avait une certaine légitimité intellectuelle et tout, n'empêche, le président Macky Sall a dit « mais bon, je vais y choisir ce que je crois être l'intérêt du Sénégal ». Donc tout le job que vous avez fait, c'est bon, mais bon, vous ne pouvez pas aussi connaître mes choix politiques que je veux. Voilà, donc cette institution-là, il faudrait lui donner assez de puissance, n'est-ce pas, pour qu'elle puisse effectivement être une institution de stabilisation qui échappe justement au calcul politique et qui est toujours du côté de l'intérêt public et de l'intérêt des citoyens. Donc ça, c'est pourquoi il faudra bien savoir sur quoi asseoir une telle institution, mais ça peut être très intéressant vu l'adhésion des populations sénégalaises effectivement à la religion de façon générale. Voilà ce que je veux dire. Les politiques, ils interviennent dans les foyers religieux. Comme j'ai dit, certains politiques viennent là-bas, comme je l'ai dit, ils viennent réciter des qassidas, des trucs de Baye Niasse, etc. Alors que ce n'est pas ce qu'on leur demande, de mon point de vue. Tout à fait. Au contraire, ils devraient écouter quand ils viennent là-bas. Pour moi, quand un ministre, un président va à Touba Tivaouane, il doit écouter le message du marabout. Et non pas venir lui dire ton grand-père est le meilleur érudit du monde. Après, voilà, je vous donne ça et je retourne à Dakar faire des choses qui peut-être pourraient vous mettre mal à l'aise. Non. Donc, il devrait plutôt dire je suis là pour écouter ce que vous me dites pour que je puisse en tenir compte dans ma façon de prendre des décisions publiques et de gérer les affaires de la cité. Tout à fait. En tout cas, c'est sur ces mots, je pense qu'on va terminer. On en arrive à la fin presque de notre émission et je vais vous laisser donner à tous les deux vos mots de la fin, en commençant par vous, Dr Niane, juste avec ce rappel, en quelques mots, quoi retenir après ce débat de la République et du religieux ici au Sénégal. Bon, que retenir si ce n'est que c'est pas facile, parce qu'en tout cas, c'est un débat sensible. Oui. Et parfois, quand on parle de ce genre de débat, on peut lâcher une phrase qui peut poser des problèmes après. Mais bon, c'était un plaisir d'en discuter. Mais en tout cas, ce que peut-être je vais dire, c'est peut-être pour expliquer pourquoi je tiens encore. Parce que comme je suis universitaire, j'ai peur que demain mes collègues me disent « Oula, Djamil, il est parti à la télé, il dit qu'il faut un État islamique et parce que j'ai juste dit… » Voilà. C'est pas ce que vous avez dit. Voilà, je dis qu'il faut un régime de séparation. Oui. Maintenant, puisque sur le plan sociologique, ce qu'on appelle les religieux ont un poids, il faut faire quelque chose pour qu'ils puissent servir à quelque chose. Maintenant, pourquoi je tiens absolument à cette séparation en 2 minutes, c'est que nous sommes tous des Sénégalais. Et ma crainte, c'est que si on arrive à ce que certains disent que puisque la laïcité, on pourrait enlever le mot, nous a été importé, il faut jeter ça. Je dis si on pousse la logique jusqu'au bout, on pourrait dire aussi que l'islam nous a été importé. Dans ce cas, on jette tout à la poubelle. C'est juste que l'islam est arrivé en premier. On pourrait changer le mot, mais en gardant le régime. Pourquoi? Parce que je reste persuadé que tout Sénégalais aujourd'hui a le droit de devenir président de la République. Est-ce que dans un État où il n'y a pas de séparation, ou bien l'islam et la religion de l'État, ou le catholicisme, est-ce qu'un catholique aujourd'hui pourrait devenir président de la République si on allait vers un État islamique? Et je peux aller encore plus loin. Vous êtes une femme, vous faites du journalisme. Je suis talibé de Sidi El Hadji Malik. Il dit dans Kifayatul Rahibin, il s'attaquait à des femmes qui faisaient le zikr en disant que même lorsque vous faites la prière toute seule chez vous, vous devez parler vous ne devez pas parler fort. Oui. Est-ce qu'il y aura plus de femmes journalistes? Quelle est l'école juridique qu'on va choisir? C'est des complications. Oui. Et je reste persuadé aussi que seule la séparation permet de garantir les libertés démocratiques. Et ça, c'est vraiment mon intime conviction. Sachant qu'il faut respecter les religieux et leur donner quand même
ce qu'il mérite. Ce qu'il mérite. En tout cas, merci pour ces mots de la fin. Merci pour votre franchise. Ce débat qui est assez délicat et surtout en ce contexte-là. On vous remercie. Et Imam Kanté aussi, vos mots de la fin, que faut-il retenir? Je pense que la forme de la République et de l'État doit être discutée tout le temps et je considère justement que ce n'est jamais terminé. Ce n'est jamais terminé. Il faudra toujours avoir l'humilité et l'inclusivité qui permet aux gens de parler de la forme de l'État qu'ils veulent, sans avoir de préjugés au départ. Et maintenant, ce débat que nous avons aujourd'hui, une des faiblesses de ce débat, j'ai oublié le nom de la dame, c'était une des grandes sociologues au Sénégal, j'ai oublié son nom, qui avait écrit un texte hyper intéressant qu'elle avait appelé la démocratie des lettrés. Dans ce débat-là que nous avons aujourd'hui, par exemple, combien de Sénégalais sont en train de suivre ce débat? Et on est en train de parler de la République, c'est-à-dire des Sénégalais. Mais c'est une République de quelques personnes. D'abord parce que c'est une République qu'on discute en français. La plupart des Sénégalais ne parlent pas français, et surtout quand on est dans les concepts, séparation, laïcité, institution. Je ne pense pas que le paysan qui est là-bas à Diourbel peut suivre ce débat-là. Et pourtant, on parle de lui. Donc, déjà, c'est intéressant déjà que ce débat-là soit vulgarisé, n'est-ce pas, avec des notions et des concepts qui sont accessibles à tout le monde, qu'il y ait des forums, etc., pour que ça soit un débat vraiment national. Pas seulement un débat qui est porté par quelques acteurs qui ont leur propre desiderata. Donc, sinon pour moi, tout reste possible dans le meilleur si on permet aux populations de s'exprimer sur le modèle d'État, le modèle de République, ou bien en tout cas ce qu'ils veulent comme forme de gouvernance, qui donne la place à tout le monde. Parfait. Un grand merci à vous aussi, très cher Imam Kanté. Merci à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à toute l'équipe. Vous avez suivi votre émission Idées sur ITV, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Je suis Sophia Bey, je vous donne rendez-vous prochainement.